Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'Ethereum, on va parler d'Ethereum 2.0, on va parler également de la mise à jour qui est censée arriver l'année prochaine. On va parler aussi de pourquoi le Ethereum va dicter le prochain paysage du marché des crypto-monnaies. Et le but, c'est quand même de comprendre quels sont les futurs protocoles qui vont pouvoir peut-être prendre la main sur les autres et également comment définir une stratégie du coup d'investissement pour peut-être cette période de bear market. Donc on va commencer par là, on va commencer par Ethereum. Tout d'abord, analysons un petit peu le marché des crypto-monnaies, de la même manière qu'on analyserait un marché classique d'une entreprise. Donc on voit que je vais me baser uniquement sur la période d'ATH, puisque c'est celle-ci en fait qui va servir de référence. Donc on voit qu'en fait on a atteint les 3 trilliards de market cap pour le marché des crypto-monnaies. C'est énorme parce que ça veut dire que on a quand même 1 trilliard uniquement sur le Bitcoin. On a ensuite un autre trilliard qui est réparti sur toutes les altcoins. Et on a un demi-trilliard, donc 500 milliards qui est sur Ethereum. C'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que quand vous avez ça en tête, vous comprenez que Bitcoin et Ethereum dominent les autres et de loin, de très très loin. Pour avoir la deuxième place, il faut quand même avoir les reins solides. Il faut être sacrément accroché. Puisque Ethereum a les mains cramponnées, on peut le voir sur le comptoir, il n'est pas prêt de partir. On a juste derrière suivi par Binance, donc son BNB, qui lui arrive à tenir la route puisque tout simplement il a la seconde plus grande communauté d'utilisateurs. Donc trouver un concurrent qui sera capable de faire ce qu'arrive à faire Binance, c'est peut-être pas demain la veille. Donc effectivement c'est possible, mais voilà, il faut bien comprendre que ces 3 premières places, elles sont quand même relativement bien protégées. Vous avez ensuite les altcoins qui pour moi vraiment démarrent à partir donc du coup de Binance en fait. Et j'inclus dedans Binance parce que c'est possible que demain il y ait un concurrent ou que Binance subisse des problèmes juridiques qui remettent facilement en fait sa place en question. Donc vous avez Solana qui arrive gentiment, qui a fait une poussée fulgurante. Il y a énormément d'investisseurs institutionnels qui sont rentrés dans Solana. Donc je me méfie aussi de ce genre d'investisseurs, puisqu'en général c'est des gens qui rentrent avec l'idée d'avoir un exit, une stratégie de sortie en fait. Donc on peut imaginer que si Solana est détenu essentiellement par des institutionnels, voilà, il faut rester prudent, car finalement ça reste quelque chose de centralisé en termes d'investisseurs. Donc si demain c'est 10 personnes qui décident de dump tout leur Solana, on peut avoir quelque chose comme le ICP ou quelque chose comme ça. Voilà. Encore une fois, je ne veux pas inquiéter qui que ce soit, c'est simplement mon opinion. Il s'agit juste d'être objectif sur ce qui se passe actuellement dans le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, on a un rapide dessin des leaders qui dominent le marché des crypto-monnaies. Et voilà, on a le dernier trilliard qui est complètement réparti dans l'ensemble avec une pondération sur Avalanche, sur Elrond, etc. Et bien sur les altcoins. Dans ma stratégie, je vais revenir un peu plus tard sur ma stratégie d'investissement, mais moi je vise vraiment les projets qui pourraient arriver un jour en première page de CoinMarketCap. Alors c'est un petit peu baissé, mais en général la première page de CoinMarketCap démarre à 1 milliard. Et on peut légitimement se dire demain quel projet pourrait être en première page. En fait, quel projet, si on retourne la question, pourrait prendre la place d'un autre en première page de CoinMarketCap. Et c'est une question qui est tout à fait légitime, puisqu'il y a des places, finalement, qui sont où le positionnement de certains projets, leur place, est vraiment discutable en fait. Parce qu'il y a des technologies qui ont été créées par rapport à d'autres problèmes qui n'existent plus ou qui existent, qui ont vocation à partir, etc., etc. Donc on peut vraiment, si on prend un horizon long terme, moyen terme, maintenant commencer à réfléchir sur notre stratégie future pour avoir des projets qui sont actuellement finalement en 30e, 40e page peut-être de CoinMarketCap et potentiellement avoir le potentiel d'arriver en première voire deuxième première page de CoinMarketCap. Voilà. Donc voilà, si vous voulez faire un x100 dans le marché des crypto-monnaies, en tout cas moi c'est comme ça que je vois la chose. Si vous arrivez en première page, vous investissez un projet en première page, c'est déjà trop tard. Puisque faire un x100
sur un projet qui a déjà 1 milliard, ça revient en fait à concurrencer Binance, BNB. Alors pour concurrencer Binance, comme j'ai dit, il faut vraiment s'accrocher. Parce qu'arriver à faire un site internet qui soit aussi user-friendly que Binance, qui ait une aussi grosse communauté de gens, arriver à réunir autant de personnes, débutants comme experts, autour des crypto-monnaies, je pense que premièrement ça va se voir, et deuxièmement c'est très ambitieux, c'est très très ambitieux. Mais bon, Solana, là, on peut dire que Solana s'en est rapproché puisqu'il a atteint la moitié de la market cap de Binance. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles. Mais il faut juste comprendre ce que ça implique derrière en termes de difficulté. Voilà, il faut être réaliste par rapport à ça et pas par exemple investir corps et âme sur un projet qui est déjà dans une place qui est très importante en imaginant faire un x100 dessus en fait. Il faut quand même avoir cette part de réalisme. Ça peut être possible si le marché des crypto-monnaies, on dépasse les fameux, donc là aujourd'hui ça a 2 trilliards, mais qu'on aille chercher un nouveau record. Puisque si vous regardez en fait l'évolution de la market cap du marché des crypto-monnaies, en fait on est passé de, alors si on regarde un logarithme, on est passé, vous voyez, de janvier 2014 jusqu'à ce bull run là, donc qui a démarré on va dire à peu près ici, donc en janvier 2021. Il y a une grande phase d'accélération qui est arrivée par la suite, mais on est passé de 100 millions, d'accord, à 1 trilliard, à en quelques mois à peine, de 1 trilliard à 3 trilliards, ce qui est quand même impressionnant. Je vais revenir aussi sur cette analyse-là parce qu'elle est très importante à avoir en tête. Elle est très importante parce que on remarque quand même que finalement on a un support qui est très important au niveau de la valeur qu'on avait autour de janvier 2021 et l'ancien bull run qui était en janvier 2018. On voit qu'on a une market cap qui est en fait un très très grand support pour le marché des crypto-monnaies et qu'il y a peu de chances qu'on aille en dessous en fait. Bon, pour l'instant on va revenir sur notre analyse d'Ethereum, notre analyse du marché des crypto-monnaies. Donc on a vu l'importance qu'avait Ethereum dans le marché des crypto-monnaies et on sait qu'aujourd'hui la majorité des applications décentralisées fonctionnent sur Ethereum. Parce que c'est le réseau où il y a le plus d'utilisateurs et le plus de développeurs. Donc si on regarde sur le long terme, en fait, le réseau qui a le plus de chances d'exister et celui qui a le plus de chances finalement d'aller chercher un nouvel ATH pour si vous voulez, amener avec lui tout le marché des crypto-monnaies, c'est bien Ethereum. C'est bien Ethereum. Également Bitcoin. Comme vous le savez, Bitcoin a également une solution de Layer 2 qui est en cours de développement. D'accord ? Je pense notamment à Lightning Network. C'est pas impossible que dans un horizon moyen-long terme, on ait des applications décentralisées de la même manière que sur Ethereum sur le réseau Bitcoin. Aujourd'hui, ça semble inconcevable, mais demain, c'est possible. Ces deux crypto-monnaies-là, ces deux réseaux-là, ces deux blockchains-là, il faut les avoir en tête constamment. Je sais que certains ne jurent que par d'autres crypto-monnaies, que d'autres réseaux, mais gardez en tête que le marché des crypto-monnaies est à moitié à l'intérieur de ces deux réseaux-là. Donc le reste, finalement, c'est anecdotique. D'accord ? C'est anecdotique parce que si demain, les investisseurs qui sont ici décident de réinjecter parce qu'ils sont encore une fois convaincus, ils peuvent doubler tout simplement la taille de ces deux réseaux-là et donc individuellement doubler la taille de la market cap. On pourrait passer à 4 trilliards, voire 5 trilliards de market cap. Ce qui veut dire qu'on pourra un Bitcoin qui ferait un x2, voire un x3. Donc ça veut dire qu'une market cap de 2, voire 3 trilliards, ce qui est énorme, qui serait la taille du marché actuel. Et un Ethereum qui aurait une market cap de 1, voire 1 trilliard et demi, ce qui est également énorme. Donc, ce qui pourrait nous amener du coup un Bitcoin à plus de 150 000 $, un Ethereum à 12 000 $. Voilà. C'est ce qu'on peut espérer sur un prochain bull run, selon moi. Donc, maintenant, allons dans notre analyse. Allons voir ce qui se passe dans le réseau Ethereum. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Contrairement à Bitcoin qui est peut-être un peu moins actif. Il y a énormément de choses qui se passent sur Bitcoin, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué d'implémenter des choses sur Bitcoin. Ethereum va plus vite là-dessus. Eh bien, Ethereum est en train de faire ce qu'on appelle sa transition vers Ethereum 2.0. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on est en train de passer
totalement d'un autre protocole, d'un autre consensus, système de consensus, qui est du Proof of Stake vers le Proof of Work vers le Proof of Stake. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, voilà, on va avoir cette roadmap qui est là depuis quand même un certain temps. Et cette roadmap, c'est elle en fait qui va dicter quand est-ce qu'on va arriver dans la version 2.0 d'Ethereum. Si vous regardez bien la dominance, aujourd'hui on se rend compte qu'elle est de moins en moins forte sur le Bitcoin et l'Ethereum. On voit que malgré que le marché des crypto-monnaies chute, on est dans une tendance baissière, et bien finalement Ethereum, lui, il arrive à résister en fait. Il arrive vraiment à résister à toutes les tempêtes qui passent, et à limiter les dégâts. Regardez, graphiquement Ethereum, c'est extrêmement bullish. Si on regarde ce qui se passe à l'année, enfin à l'année on va dire depuis le début d'Ethereum, ce qui se passe là actuellement, c'est simplement des petites perturbations. C'est possible que le marché des crypto-monnaies chute et entraîne l'Ethereum avec lui, mais clairement on voit que comparé à beaucoup d'autres projets, Ethereum, il se passe quelque chose, quoi. C'est extrêmement solide. Il y a vraiment une zone d'achat qui est franche, quoi. Donc voilà, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur parce que ce qui peut se passer est énorme. Énorme. Alors, donc Ethereum 2.0, qu'est-ce que c'est? Donc nous allons passer du Proof of Work vers le Proof of Stake. Comme vous le savez, c'est le réseau le plus populaire, où il y a le plus d'applications décentralisées, le plus de développeurs, le plus d'utilisateurs. Donc demain, c'est le réseau où il faut être. Quand vous êtes développeur, quand vous voulez créer une application, quelque chose de révolutionnaire, vous voulez le faire sur Ethereum. Parce que vous voulez atteindre le maximum de personnes en fait. Donc le problème avec ça, c'est que Ethereum a été victime de son succès, comme vous le savez, pour minter un NFT avec l'essor des NFT, de la DeFi, etc., on se retrouve à avoir un réseau qui est congestionné. On a des frais de transaction qui sont juste insupportables. Si vous voulez faire un simple virement, une simple transaction, et bien en fait on fait tout l'inverse de ce qu'à la base le Web 3.0 était censé nous apporter. On se retrouve à payer plus cher que si on le faisait avec une banque. Bon. Donc vous avez des solutions de Layer 2, c'est ce qu'on appelle des solutions de Layer 2, qui sont apparues pour décongestionner le Layer 1 qui est Ethereum. Layer 2, je pense que vous l'avez compris, et bien en fait c'est des sous-réseaux. Un petit peu comme quand vous jouez à un jeu vidéo, vous avez un réseau principal, enfin vous avez par exemple sur le serveur, vous jouez sur les serveurs européens, et bien dans le serveur européen vous allez avoir Paris, Berlin, Istanbul, parce que parfois certains serveurs sont plus ou moins, d'accord, sont plus ou moins congestionné. Donc si vous jouez dedans, en fait, vos parties vont laguer. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo qui facilement comprennent ce système-là. Donc c'est la même chose en fait. Donc aujourd'hui, Ethereum, il a, comme beaucoup de blockchains d'ailleurs, pour avoir de la scalabilité, il a un marché des Layer 2 qui est apparu. C'est-à-dire des gens qui ont créé d'autres réseaux, d'autres blockchains, qui vont se bridger, se brancher à Ethereum. L'idée en fait, c'est de créer en fait, des nouveaux serveurs qui auront moins d'activité dessus, d'accord, puisqu'ils ne sont pas forcément encore populaires, qui vont permettre d'avoir des transactions plus rapides et moins chères, parce que le réseau n'est pas congestionné. Je pense notamment à Matic du réseau Polygon. Le problème de tous ces réseaux-là, en fait, c'est qu'ils ne sont pas nativement sur le réseau principal, sur la blockchain en elle-même, d'Ethereum, de Layer 1. Le problème, c'est que le mécanisme de consensus, donc le mécanisme de sécurité, il n'est pas aussi fort que s'il l'aurait été dans la première couche. C'est-à-dire que tous ces projets de Layer 2, ils peuvent se faire pirater. Parce qu'ils n'ont pas, une protection aussi importante que ce qu'ils auraient sur la première couche. D'accord ? C'est dans la première couche que vous allez avoir les mineurs d'Ethereum. Dans la seconde couche, vous allez avoir une autre blockchain, donc d'autres types de mineurs. Mais il n'y en aura jamais autant que les gens qui minent Ethereum, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, voilà, vous avez des problèmes de sécurité qui apparaissent. C'est pour ça qu'Ethereum 2.0 est arrivé, c'est qu'en fait l'idée était de nativement intégrer toutes ces solutions de Layer 2. Vous en avez diverses et variées. Aujourd'hui, ce qui fonctionne beaucoup, c'était tout ce qui était solution de sharding. Donc le sharding, c'est par exemple, vous allez avoir des sous-réseaux, en fait, comme je viens de l'expliquer. Et ces sous-réseaux vont être plus ou moins organisés d'une certaine façon pour décongestionner, en fait, le réseau principal. Donc là, dans notre cas, ça va être par exemple Ethereum, et ces shards, donc ces espèces de serveurs qui sont en fait agglomérés dans un autre réseau. Il n'est pas dans le réseau Ethereum, d'accord ? Il est ce qu'on appelle
une sidechain ou off-chain. Il est connecté via un bridge. Ah, d'accord. Donc, comment ça se passe justement, toutes ces solutions là de sidechain, etc. Donc, une sidechain, par exemple, vous allez avoir XDAI, Scale, POA, et on va prendre l'exemple, parce que c'est le plus populaire, de Matic. Donc, Matic, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sidechain qui va fonctionner, d'accord, en proof of work. Enfin, en proof of stake, excusez-moi, en proof of stake. Donc, l'idée, c'est que plutôt que de faire comme Ethereum du proof of work, où on va miner avec du calcul, avec le protocole de hashing d'Ethereum qui demande d'avoir un certain matériel pour le miner, qui prend beaucoup de temps et d'énergie, on va tout simplement mettre en place un proof of stake où voilà, vous détenez du Matic, d'accord, et donc vous avez le droit de devenir ce qu'on appelle un validateur dans le réseau. D'accord. On part du principe, c'est une autre philosophie, on part du principe que parce que vous avez mis en jeu votre Matic, bah, vous n'allez rien faire qui va causer du tort en fait au réseau, puisque votre Matic va perdre de la valeur. Il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, on se base là-dessus et on crée une chaîne à côté où il y a les transactions, où entre vous et moi on va échanger des choses, et ensuite on va transférer tout ça, toute l'historique de nos transactions, on va le transférer vers Ethereum, pour que ce soit validé ensuite par Ethereum, que ce soit stocké plus tard. Voilà. Donc ça veut dire que vous faites quand même très confiance à cette blockchain là, parce que s'il se passe quelque chose, d'accord, si la blockchain elle se fait hacker, quoi que ce soit, eh bien, en fait, le jeton ne vaudra plus rien, le système de sécurité, du coup, a été transgressé, et il n'y a plus aucun lien, en fait, avec Ethereum. Donc, la valeur du jeton, en fait, elle peut drastiquement chuter. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc il y a toujours des risques de sécurité, hein, parce que vous n'avez pas autant de sécurité que dans les A1. Mais voilà, si demain vous voulez être validateur, vous aussi, eh bien vous pouvez tout simplement affecter un certain nombre de Matic. Donc là, vous pouvez, là on voit par exemple, ils nous disent sur le site de Matic que vous avez actuellement 100 validateurs. Donc là, vous comprenez à visualiser hein, comment en fait tout simplement la sécurité peut être remise en question. C'est que vous avez que 100 validateurs, d'accord, qui vont stacker la plupart des Matic, c'est-à-dire à peu près 1 milliard 966 millions 455 134 Matic, d'accord. Et donc forcément vous avez des transactions qui vont être validées plus rapidement parce que vous avez que 100 validateurs. Mais ne serait-ce que si la moitié de ces validateurs-là, donc 50, sont compromis, et bien la blockchain entière est remise en question. Voilà. Mais bon, pour l'instant ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. On voit que la plupart des validateurs, quand même, c'est là où ça devient centralisé, il faut quand même un certain nombre de Matic. En moyenne, on voit qu'il y en a à peu près 80 000 par validateur. Vous pouvez passer par des solutions de délégateurs qui vont, comme Just Mining, qui vont prendre vos Matic si vous n'avez pas la somme qui est réclamée par Polygon et vous permettre vous aussi d'être validateur. Vous aurez une quote-part de ce que vous avez mis. Mais voilà, c'est pour vous expliquer en tout cas comment ça fonctionne pour être validateur et donc du coup ce qui implique le niveau de sécurité de la blockchain en question. Mais tout ça du coup ça plaît pas forcément en fait à Vitalik puisque ça ouvre la voie en fait à d'autres types de brèches de sécurité. On en vient d'en voir une sur Matic, il n'y a que 100 validateurs. Bon, continuons un petit peu l'analyse de Ethereum 2.0. En fait l'idée là c'est de se dire on va intégrer nativement à Ethereum des solutions de layer 2 pour que la blockchain en elle-même ait le même mécanisme de sécurité et le même niveau de puissance de sécurité. Parce que tous les mineurs vont être sur le même réseau. La manière dont on utilise en fait Internet aujourd'hui, et puis en fait il faut avoir la même capacité de puissance que Google en fait. Donc avoir un réseau, une blockchain qui puisse supporter théoriquement 1 million de transactions par seconde. Donc je grossis le trait, mais à peine en fait. Si vous voulez avoir des jeux vidéo en ligne, vous voulez avoir des tas de choses en ligne comme ça, il faut avoir en fait au minimum la même puissance que ce qu'on pouvait avoir avant. Sinon l'expérience utilisateur va être automatiquement dégradée. Et donc le Proof of Stake a été la solution qui a été utilisée par Ethereum, par Vitalik. Donc nous allons passer en preuve d'enjeu. Cette transition va passer en plusieurs phases. Elle a été déclarée depuis l'année dernière, enfin
Elle a débuté depuis l'année dernière, depuis décembre 2020 exactement, où elle consistait à créer une beacon chain. La beacon chain, c'était la phase 0 de la transition. Ça consistait en fait à créer une chaîne de test sur laquelle on allait inviter des gens à devenir validateurs en échange de déposer des Ethers. Il fallait avoir un certain nombre de validateurs pour pouvoir créer en fait cette chaîne-là, pour pouvoir avoir un ensemble suffisant de validateurs. D'accord ? Une fois qu'on aura eu cet ensemble de validateurs, on va pouvoir, pour les développeurs en tout cas, on va pouvoir faire des tests pour voir si effectivement tout fonctionne et si la preuve d'enjeu fonctionne bien, c'est assez rapide, etc. Donc Vitalik a fait un appel. Donc ils ont déclaré qu'il fallait avoir 524 000 Ethers, ce qui correspond à 16 384 validateurs. D'accord ? Et on peut remarquer que c'était un franc succès puisque on soit passé à la 2.0. D'accord ? Donc on a quand même atteint 8 millions d'Ethers. C'est énorme. On a 8 millions d'Ethers qui sont déjà stackés et qui ne bougeront pas tant qu'on n'est pas passé en 2.0. Ce qui correspond avec un prix actuel de 4 000 $150 au cours actuel, donc de 35 milliards de dollars. Ce qui représente quand même à peu près, donc j'arrondis, 10%, un peu plus de 10% des Ethers, un peu moins pardon, des 10% des Ethers qui sont déjà en circulation. Il faut quand même relativiser cette donnée-là. Sans compter qu'il y a quand même pas mal d'autres protocoles qui ont stacké, qui ont verrouillé des Ethers que les gens ont mis en jeu, etc. pour du farming ou autre chose. Donc voilà. Au moins, on sait que sur une année, il y a quand même une quantité non négligeable d'Ethers qui est en stack et qui ne pourra pas être mis en vente sur les marchés pendant un certain temps. Pour illustrer plus facilement. Mais on va imaginer qu'en fait, on va avoir des applications décentralisées qui vont tourner chacun sur leur réseau. D'accord ? On a jusqu'à 64 shards, et qu'on va également stocker les données dans une autre couche, enfin, un autre bloc de données qui sera dans un autre réseau. Tout ça pour rendre vraiment plus rapide et beaucoup moins important la congestion du réseau. Puisque tout est subdivisé maintenant, vous voyez, au lieu d'être dans un seul et même bloc, tout est subdivisé et séparé. Maintenant, mettons-nous à la place du validateur. On vient d'envoyer nos 32 Ethers sur le wallet, on a le droit d'être validateur sur Ethereum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, si on veut pouvoir être récompensé pour du minage, on ne peut plus faire tourner un logiciel, on doit valider. D'accord ? On doit valider des transactions. Alors, comment fonctionne ce mécanisme de validation ? Alors, vous avez 128 validateurs, d'accord, par ce qu'on appelle des slots. Donc, dans ces 128 validateurs, c'est eux qui vont être élus pour valider des transactions. Alors, c'est très important ce qu'on vient de remarquer là, parce que ça veut dire que dans tous les gens qui vont stacker des Ethers, on en a à chaque fois que 128 par slot qui vont pouvoir en fait être récompensés pour du minage. Donc si on fait un petit calcul rapide, la beacon chain, d'accord, c'est vraiment un calcul totalement théorique. Hein. Si ça se trouve, c'est la même personne qui a mis, je sais pas moi, 50 000 Ethers qu'il a divisé en 32. Donc voilà, c'est simplement pour avoir une petite idée de comment ça pourrait se passer en termes de concurrence, de pression concurrentielle pour être élu. Donc on a 250 000 wallets, probablement, d'accord, wallets en tout cas, qui pourraient potentiellement se disputer la place pour rentrer dans un slot. On n'a que 128 places. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une pression qui est assez concurrentielle, qui est assez forte. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'on calculait totalement stupide, mais moi ça m'a fait rigoler de faire ce petit calcul-là. Je peux peut-être me tromper complètement. Mais voilà, ça veut dire quand même que principalement, les mineurs, on a quand même une question qui peut se poser, c'est est-ce que ce serait si rentable que ça d'être un mineur dans le réseau Ethereum ? Alors c'est très stable, pour moi c'est très fiable sur le long terme, parce que c'est un Ether qui va prendre de la valeur, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment on n'a pas un risque d'impermanent loss, de mettre en fait finalement quand même 32 Ethers en gage, et puis de les stacker comme ça pour un retour sur investissement qui n'est pas forcément si incroyable que ça, comparé à d'autres protocoles. Vous voyez, à l'année on est à 5% de rentabilité, ce qui n'est pas non plus incroyable comparé à, je pense, à certains protocoles de farming.
Donc voilà, on voit qu'à la journée, on est qu'à 0,00445 Ether, à peu près 18 dollars. À la semaine, on a 128 dollars au cours actuel. Au mois, on a 500 dollars. Et à l'année, on a 6 000 dollars. Pour un investissement quand même, au cours actuel, de plus de 131 000 dollars. Donc c'est pas négligeable du tout. On peut se dire que demain, est-ce que les mineurs vont pas être fortement énervés de se retrouver avec peut-être un nouveau protocole qui les récompense moins qu'avant. D'accord. Donc voilà, ça peut être un risque qui peut planer sur effectivement Ethereum. Et bien en fait ils vont tous retirer leur Ether et puis ils vont simplement le mettre dans d'autres protocoles, dans d'autres choses, etc. Ou peut-être le vendre. On peut imaginer plein de choses, mais il peut y avoir beaucoup de mouvements de marché qui peuvent se passer une fois que la 2.0 arrive. Voilà. La 1.5, c'est ce qu'on appelle the docking. Première partie, pour éviter que du jour au lendemain tous les mineurs débranchent leur serveur, leur appareil de minage pour sécuriser le réseau Ethereum en l'état, qui est en proof of work. Puisque du jour au lendemain ils vont servir à rien, on a décidé de mettre en place, il a été décidé de mettre en place un mécanisme, un protocole qui va prendre en compte à la fois le proof of work et à la fois le proof of stake. C'est-à-dire qu'on va utiliser en fait les deux chains, elles vont continuer à fonctionner pendant un certain temps en même temps. Elles vont continuer à fonctionner pendant un certain temps en même temps, comme vous voyez ici, de sorte à ce que voilà, on n'ait pas tous les mineurs ici qui se retrouvent à débrancher leur machine, ok, tout simplement parce que ils savent que demain ils vont plus avoir de récompense. Donc on a mis en place le protocole Casper qui permet de continuer à faire des proof of work pendant un certain temps et tous les X nombre de blocs faire du proof of stake. Voilà, pour progressivement passer au proof of stake. Et à terme, on va arriver à The Merge. The Merge, ça va permettre de fusionner ces deux, la fusion des deux protocoles. On va, en fait, tout simplement, dans un seul et même bloc, intégrer toutes les données qui se sont déroulées depuis le début d'Ethereum. Et voilà, elle va avoir son réseau, son réseau à lui de sharding. Celui-là, ce sera finalement un réseau d'archivage principalement, où on va utiliser des protocoles d'indexation comme The Graph, qu'on va permettre de retrouver des transactions antérieures qui se sont passées. Car oui, dans la prochaine implémentation de Ethereum, on ne va plus avoir toutes les transactions qui vont être enregistrées depuis le début d'Ethereum. On va simplement, pour alléger au maximum, rendre vraiment plus rapide et décongestionner le réseau, uniquement les transactions de la même année. Et chaque année, hop, on ferme le bloc. Et si vous voulez retrouver l'historique, vous allez utiliser un protocole d'indexation comme The Graph, qui va servir en fait à archiver dans un classeur, ce classeur à mettre un lien et dire novembre 2017, qu'est-ce qui s'est passé. Hop, on clique dessus et on retrouve. Voilà. Donc voilà, on va passer à cette fameuse 1.5 qui est The Merge et The Docking. Qui est The Docking, qui veut dire en anglais, c'est le mécanisme par lequel le bateau, vous savez, il amarre au port, quoi. Voilà. Mais là c'est pareil, on va faire amarrer l'ancienne blockchain à l'intérieur de la nouvelle. On va la garer dans le port. Et une autre phase donc très importante qui est la 2.0. Ça y est, une fois qu'on aura fait ça, on va complètement passer à la 2.0. Et la 2.0 va arriver avec une nouvelle implémentation qui est le remplacement de l'ancienne EVM, l'ancienne machine virtuelle qui est EVM, Ethereum Virtual Machine, par EWASM. C'est une nouveauté qui est extrêmement importante puisqu'en fait EVM qui supportait le langage Solidity, qui était inventé par Vitalik pour Ethereum, par Ethereum et pour Ethereum, maintenant on va utiliser un autre langage, voilà, qui est EWASM. EWASM, pour les professionnels de l'informatique et du développement, c'est un langage, c'est du code de bas de niveau, c'est un langage assembleur, c'est du WebAssembly, c'est quelque chose qui a toujours existé, que la plupart des développeurs connaissent. Donc on va plus être limité, si vous voulez, à un réseau qui va avoir une petite communauté de développeurs, on va avoir vraiment maintenant un maximum, une ouverture maximale en termes de qualification de compétences. C'est-à-dire que n'importe qui demain
il va pouvoir utiliser un langage qui est déjà connu. En fait, il fait aussi pour fonctionner avec JavaScript et coder en fait des applications tout simplement. On n'aura pas besoin de se former à Solidity, voilà. Donc c'est très 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 important. Ça peut vraiment décupler la popularité de Ethereum encore plus qu'elle est aujourd'hui sur les développeurs et donc sur les utilisateurs. Et enfin, phase 3, et bien là ça y est, tout est en place et on continue d'améliorer encore et encore pour des mises à jour. Donc vous voyez que Ethereum est sur le point vraiment malgré que là on est dans une tendance baissière, Ethereum est sur le point de passer vraiment euh, dans une mise à jour en fait qui n'a jamais été encore vue et vécue par le réseau, alors qu'on a quand même déjà fait un x10 voire beaucoup plus si le bear market n'a pas tout à fait commencé. En tout cas, voilà, bref. Tout ça pour dire que Ethereum aujourd'hui, malgré que vous voyez que tous les marchés chutent, il faut absolument garder un œil sur Ethereum. Même si vous êtes passionné par d'autres projets, gardez en tête que Ethereum est quand même un des leaders avec Bitcoin de tous les projets qui puissent se dérouler sur le blockchain. Et donc il faut absolument surveiller, monitorer ce qui se passe dessus. Ce qui va nous emmener à la seconde partie de ma présentation. Quels sont les futurs protocoles qui vont pouvoir fonctionner sur Ethereum? D'accord. Quels protocoles vont peut-être révolutionner la manière dont Ethereum fonctionne et qui ne sont pourtant pas forcément encore en première page? D'accord. Puisque Ethereum 2.0 est censé arriver l'année prochaine. Donc, n'est pas encore connu du grand public. Et ça nous emmène à ce qu'on appelle les roll-up. C'est très intéressant parce que Vitalik a récemment fait une déclaration où il admettait que Ethereum 2.0 ne va pas apporter des transactions, des frais de transaction moins chers. On va toujours avoir le même problème, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir des frais de gaz qui vont être insupportables. Et ça ne pourra être endigué que par une seule solution de mise à l'échelle, c'est donc le système de sharding qui a été mis en place. Et comme vous le savez, on a plusieurs propositions de couches, c'est-à-dire de la manière, en fait, si vous voulez, dans les layers 2, où on va gérer l'activité du réseau. Vous avez certaines philosophies où on a des layers 2 où on est une sidechain, c'est-à-dire que on a la blockchain Ethereum d'un côté, et à côté on a une autre blockchain où il y a toutes les transactions qui se passent. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant, c'est vrai. Mais les layers 2, comme vous le savez, c'est des solutions qui sont donc à part jusqu'à présent et qui peuvent potentiellement soulever des problèmes de sécurité. Donc je pense par exemple à Polygon, qui est une des premières, on va dire des premières applications qui est utilisée aujourd'hui en layer 2. D'accord?
Et donc Ethereum 2.0 a été la réponse à ce problème-là. On va rentrer dans une phase où ça va être en fait finalement la grande guerre entre les blockchains, les différents layer 1. On va commencer à avoir des concurrents qui vont essayer de chipper la place d'Ethereum. C'est pour ça que vous entendez beaucoup parler en ce moment des blockchains comme Avalanche, comme Solana, comme Elrond, également Phantom aussi. Mais finalement, toutes les solutions de layer 1 qu'on peut retrouver en première page de CoinMarketCap. Là, vous voyez, vous avez tout de suite après Solana, Cardano, XRP, Polkadot, Terra Luna, alors Avalanche, tout ça. La plupart des solutions, des projets qui sont en première position, d'accord, sur la première page, ce sont des layers 1. Puisqu'en fait, les investisseurs qui sont derrière partent du principe qu'ils vont pouvoir, avec ce projet-là, tuer Ethereum et voler la place d'Ethereum. Excepté pour Polkadot, qui fonctionne quand même différemment, qui a pour philosophie de plutôt interconnecter les réseaux entre eux, plutôt que de promettre de prendre la place d'Ethereum. Voilà, ils ont une approche qui est un angle qui est quand même différent. Terra Luna aussi, qui a aussi la même philosophie que Polkadot, qui est vraiment d'interconnecter les blockchains. Je pense que demain, l'avenir, ça va vraiment être... finalement, le premier critère va se situer sur un réseau qui est capable d'être très scalable. On va vraiment récompenser les réseaux qui permettent d'obtenir le maximum de transactions par seconde, qui ont le minimum de frais possible, qui ont la plus grosse communauté de développeurs. Et Ethereum 2.0 a été la réponse à ce problème-là. On va maintenant zoomer un peu sur Ethereum 2.0. On va voir la roadmap et voir comment elle se déroule. Donc on peut voir qu'elle se déroule par plusieurs phases. Aujourd'hui, nous sommes à la phase 0. On a mis en place la Beacon Chain depuis le mois de décembre 2020. La Beacon Chain, en fait, c'est une première phase dans laquelle on a implanté donc physiquement un nouveau réseau qui correspond à Ethereum 2.0. Cette phase-là, je dirais que c'est une phase en fait finalement bêta, dans laquelle on a une nouvelle version d'Ethereum qui est en train de fonctionner. Et si vous voulez participer à cette bêta, vous deviez envoyer 32 Ethers à une adresse, à un wallet, donc un smart contract, sur lequel vous allez donc stacker 32 Ethers pour toute la durée de la bêta. Une fois que la bêta serait terminée, on va passer de la bêta à la phase alpha. C'est ce qu'on appelle la 1.5, la The Docking. Alors avant The Docking, il y a The Merge. Sur ce dessin-là, on ne le voit pas, mais en fait, il y a vraiment une autre étape qui s'appelle The Merge. On va fusionner Ethereum 1 avec Ethereum 2. Et en fait, finalement, passer à The Docking, où on va faire mettre à quai, on verra ça plus tard, enregistrer, englober en fait tout Ethereum 1, toutes les transactions qui ont pu se passer dans Ethereum 1 dans Ethereum 2. Une fois qu'on aura réalisé cette étape-là, on aura en douceur fait évoluer Ethereum vers une nouvelle version. En fait, si on fait autant d'étapes comme ça, c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de hard fork, comme on l'appelle, afin qu'il n'y ait qu'un seul jeton en fait. C'est-à-dire qu'on n'ait pas deux blockchains totalement séparés qui vont avoir par exemple le jeton de Ethereum 2.0, Ethereum comme on le connaît aujourd'hui et Ethereum classique comme on a pu le connaître par le passé. Donc là en fait ils essayent de faire ça en douceur pour qu'on puisse vraiment mettre à jour et synchroniser tous les nœuds. Mais une fois qu'on va arriver à la fin de cette phase là, donc on va arriver à la phase 2 qui est EWASM. Cette phase-là va consister en fait à remplacer l'ancienne machine virtuelle, qui est Ethereum Virtual Machine, par EWASM. En fait, c'est Ethereum WebAssembly. C'est un WebAssembly, pour ceux qui ne sont pas professionnels de l'informatique, c'est un langage assembleur. C'est, si vous voulez, un langage de programmation universel. Voilà, c'est un langage de bas niveau que n'importe quel développeur normalement est capable de comprendre et facilement, probablement même de le connaître déjà. C'est quelque chose qui va permettre en fait de ouvrir Ethereum, le code d'Ethereum, à un maximum de techniciens. Demain, vous allez avoir encore plus de développeurs
qui vont pouvoir développer encore plus de projets, d'applications sur le réseau Ethereum. Donc c'est en connaissance de tous ces éléments-là qu'on peut légitimement se dire que Ethereum va vraiment à la suite de sa mise à jour, mais complètement exploser. De la même manière qu'il a explosé en 2017. Alors maintenant, on va essayer de comprendre chacune des phases pour que le but de cette vidéo-là, c'est vraiment que dans un premier temps, vous compreniez ce que c'est que Ethereum 2.0. Comprendre un petit peu comment les mécanismes de réseau fonctionnent, pour vraiment comprendre en fait pourquoi il y a certains concurrents qui prennent la place de certains autres, comment ils arrivent à se positionner en fait, et quelle est leur vision sur le long terme, pour que vous puissiez comprendre tout ça. Donc comprenons déjà Ethereum 2.0. Donc Ethereum 2.0, nous en sommes à la phase 0. On se situe entre la phase... la phase 0, elle a déjà eu lieu. On se situe entre la phase 1 et la phase 1.5. On est en train enfin d'implémenter, si vous voulez, donc des beacon chains. Pour l'instant, il y en a une sur laquelle une certaine quantité de personnes, de mineurs comme vous et moi, ont déposé 32 Ethers sur ce wallet-là. Si on revient un petit peu à l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait avoir 524 000 Ethers sur cette beacon chain, d'accord? Donc sur ce réseau qui a été créé, ce qui correspondait à peu près 16 384 validateurs pour que le réseau puisse démarrer. Et c'est un franc succès parce que si on regarde en fait le smart contract, on voit qu'il y a déjà quand même 8 millions d'Ethers qui ont été déposés. 8 millions d'Ethers, ça représente presque 10% de la totalité des Ethers qui sont en fait en circulation actuellement. Donc ça veut dire que si demain on a un bear market, on a déjà 10% des Ethers qui sont stackés, qui ne bougeront jamais, qui ne seront jamais vendus. En tout cas, tant que la mise à jour n'a pas été effectuée. Ils sont stackés pour la durée de toute la bêta. Sans compter tous les autres protocoles qui ont verrouillé les Ethers pour une certaine période. Donc on peut imaginer que la pression baissière sur Ethereum sera probablement moins forte que sur beaucoup d'autres projets. Ça, c'est un premier élément important à connaître. On avait en fait d'un côté, on avait deux blockchains séparés. On avait en fait d'un côté Ethereum 1.0 qui fonctionne en proof of work, donc des gens qui minent avec leur logiciel de minage sur leur machine de minage. Et d'un autre côté, on a des gens qui ont commencé sur la beacon chain à valider des contrats en proof of stake avec leurs 32 Ethers qu'ils ont stackés. D'accord? En fait, si vous voulez, on a fait ça en douceur. On a laissé en fait Ethereum 1 et Ethereum 2 fonctionner comme ça pour éviter que du jour au lendemain, tous les gens en proof of work débranchent la machine. Parce que s'ils font ça, ça veut dire que du jour au lendemain, la blockchain n'est plus sécurisée puisqu'il n'y a plus personne qui vérifie les calculs. D'accord? Donc on a mis en place un algorithme qu'on appelle Casper. Casper en fait a été un protocole qui permet de faire en sorte qu'on fasse à la fois du proof of work et tous les X blocs du proof of stake. L'idée c'est de faire fonctionner progressivement les deux protocoles en même temps jusqu'au moment où on arrive à The Merge. The Merge va permettre en fait de centraliser tout Ethereum 1.0, donc toutes les transactions qui ont eu lieu, tous les blocs qui depuis le début de la création d'Ether qui ont été enregistrés à l'intérieur d'un seul bloc qui va être lui dans la 2.0. À partir de ce moment-là, on n'aura plus besoin de Ethereum 1.0. On sera officiellement dans la nouvelle version d'Ethereum. C'est pour ça qu'on appelle donc cette phase-là The Docking. The Docking, ce qui signifie mettre à quai. On va effectivement mettre à quai Ethereum 1.0 dans 2.0. Maintenant, regardons comment fonctionne ce système de sharding. Vous voyez que maintenant, comparé à avant, où on avait un bloc sur lequel il y aurait toutes les applications qui fonctionnent sur le layer 1, avant vous aviez donc un layer 1, puis à côté des sidechains, c'est-à-dire des blockchains qui étaient à côté du réseau Ethereum, qui n'ont rien à voir en fait avec le réseau Ethereum, mais qui sont connectés via un smart contract, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont interconnectés via du code en fait. Mais ça sous-entend que le nombre de mineurs qui est dans ce réseau-là, qui est dans le réseau Ethereum, ne valide pas les transactions qui ont été dans le réseau à côté, dans la sidechain. On va parler d'un cas concret. Vous voyez, on va regarder les solutions de Layer 2. Les solutions de Layer 2 les plus populaires, notamment, sont par exemple Matic.
Vous voyez que nous avons ce qu'on appelle des roll-up, des sidechains, des validium, des state channel et plasma. Tout ceci en fait ce sont des architectures, d'accord? Des architectures dans lesquelles on va permettre de mettre en place un type de seconde couche. C'est-à-dire que là vous aviez donc la première couche qui est celle d'Ethereum, et à côté vous aviez une sidechain. Et dans cette sidechain, vous aviez donc du coup une autre blockchain à part entière qui avait ses blocs avec ses propres mineurs à eux, qui eux ensuite, une fois que c'est fini, et bien en fait ils vont transférer toutes les transactions vers Ethereum 1.0. Donc vous en avez l'exemple ici. On va prendre l'exemple le plus populaire qui est celui de Polygon. Polygon est ce qu'on appelle donc du coup une sidechain. Comme vous le savez sans doute, Polygon a connu une très forte popularité parce que en fait il permettait d'offrir des frais de transaction beaucoup moins chers et beaucoup plus rapides que Ethereum, que sur la solution de l'ERA. Et bien en fait c'est aussi simple que ça, c'est parce que c'est une sidechain qui n'a pas autant d'activité que Ethereum, mais qui est, on va dire, à part entière, qui va supporter un certain nombre d'applications, d'accord? Et ces applications-là, du coup, ne vont pas être aussi congestionnées que si elles auraient été sur le layer 1 d'Ethereum. Voilà, j'espère que vous arrivez à comprendre ce que c'est que cette notion de layer 1 et cette notion de layer 2. On va regarder maintenant le côté sécurité. Qu'est-ce qui fait qu'en fait qu'un layer 2, qu'on soit sur une autre blockchain, rend en fait, la sécurité beaucoup plus vulnérable? Eh bien, en fait, si vous allez sur le site de Polygon, vous allez comprendre combien la sécurité n'est pas si élevée que ça. On voit que le nombre total de validateurs est au nombre de 100. C'est extrêmement peu. Et que ces 100 validateurs, à eux seuls, totalisent plus de 1 milliard, presque 2 milliards de jetons matiques. Donc on se rend compte que finalement, on est censé être sur une plateforme très décentralisée, mais c'est pas tant le cas que ça. Car j'ai pas regardé en profondeur les conditions pour être un nœud, mais il faut avoir une certaine quantité de matic qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous voyez qu'en moyenne, la plupart ont à peu près 80 000, entre 80 000 et 100 000 matic, ce qui représente aujourd'hui presque 200 000 $. On voit qu'il y en a certains qui en ont moins, mais voilà. Je pense qu'il y a une certaine quantité de matic à obtenir qui bloque en fait la capacité des gens à pouvoir devenir des validateurs, ce qui expliquerait le fait qu'il n'y ait que 100 validateurs. Ici j'ai une image où nous pouvons voir les spécifications qui sont réclamées pour devenir validateur. Pour Ethereum 2.0, vous voyez qu'il faut 32 Ethers, ce qui correspond à peu près à 140 000 $, et il faut avoir telle puissance de calcul. Si on continue, on voit que BNB, Binance, il faut avoir à peu près 10 000 BNB pour être considéré comme un validateur, et ce qui représente plus de 5 millions de $. Si je vais sur NIR Protocol, c'est encore pire. Il faut avoir environ 3,59 millions de NIR, ce qui correspond à 39 millions de dollars. Donc en fait, on se rend compte que ces blockchains, ces solutions de blockchain, elles ne sont pas du tout décentralisées, puisqu'en fait, c'est surtout des whales qui peuvent devenir effectivement des nœuds validateurs et valider les transactions. On voit que Binance, le nombre de nœuds Binance qui existent dans le monde, ils sont dans une pièce Amazon sur lesquels il va y avoir 10 serveurs, et ces 10 serveurs sont la bande d'amis de Changpeng Zhao, le fondateur de Binance. Et autrement 6Z pour les intimes. Donc voilà, on voit qu'on a une guerre qui se déroule entre les différentes solutions de Layer 2. Chacun propose en fait sa solution clé en main pour être plus ou moins sécurisé, plus ou moins scalable, plus ou moins décentralisé. Donc voilà, le marché en récompense certains plus que d'autres. On voit que Polygon Matic, on verra ça plus tard, est clairement en train de prendre énormément d'ampleur. On a aussi d'autres solutions de Layer 2 qui quand même essayent de supporter le réseau Ethereum, qui potentiellement ne sont pas actuellement en première page, mais qui demain pourraient vraiment prendre la place, peut-être, je dis bien, de certains projets qui se situeraient en milieu, voire en tout cas en fin, voire en milieu de tableau. Donc c'est énorme. On peut s'imaginer qu'il y a des Layer 2 actuellement en construction, d'accord,
qui pourrait avoir 10 milliards de market cap dans 2-3 ans. Donc revenons à Ethereum 2.0. Une fois qu'on aura réussi à mettre en place The Merge, on aura donc réalisé cette étape-là. On va avoir nos beacon chain avec cette solution de Layer 2. Vous voyez, elles sont maintenant implémentées nativement dans Ethereum, puisque les nœuds qui sont validateurs vont être dans la beacon chain. Ok, elles vont être dans la beacon chain. Un petit peu comment se passent ces fameux nœuds validateurs dans Ethereum 2.0. Vous voyez, vous avez en fait dans ces beacon chain des slots. Ok, vous avez des slots. Donc en fait, dans ces slots, ça va être une beacon chain. Vous allez avoir 128 validateurs qui vont être élus parmi tous les gens qui ont mis sur le smart wallet, sur le smart contract, qui auront envoyé la 32 Ether. Vous allez en avoir 128 qui vont être élus. Et c'est comme ça en fait maintenant que les mineurs vont gagner de l'argent en récompense du minage, de la validation. Alors c'est intéressant parce que si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, vous voyez, vous avez un slot 1, 2, 3, vous avez un comité de 128 validateurs qui va être élu à chaque fois. Et si on regarde en termes de rentabilité ce que ça peut promettre, vous avez actuellement donc 8 millions d'Ethers qui ont été stackés. Donc ces 8 millions d'Ethers, on peut les retrouver sur le smart contract, où il y a 32 Ethers. C'est un calcul qui va être très approximatif, très théorique, mais c'est simplement pour se faire une petite idée. Voilà. Donc vous avez 8 millions d'Ethers. Ces 8 millions d'Ethers, vous devez en stacker par wallet 32. Donc en fait, ce qui veut dire qu'on a 250 000 wallets. Théoriquement, ça peut être les mêmes personnes, mais théoriquement, on aurait 250 000 wallets. Donc ces 250 000 wallets, elles vont pouvoir être choisies dans la beacon chain au nombre de 128. C'est-à-dire qu'il y en aura maximum 128. Donc ils vont devoir se partager en fait les beacon chain. Donc ça veut dire que chaque beacon chain va avoir 1953 wallets qui vont essayer de se partager la place à l'intérieur. Alors c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a une pression incroyable qu'il va y avoir pour arriver à miner, à être désigné par le réseau et du coup, du point de vue d'un mineur, à être récompensé. Avant il suffisait d'avoir un serveur qui allait faire tourner l'algorithme de minage, EtherH, et ensuite on se connectait à un pool de minage et on allait recevoir une rentabilité comme ça régulière. Là, il va falloir être élu maintenant. Donc c'est quand même... on peut se dire que ça peut être un risque que les mineurs finalement voient moins d'intérêt à miner de l'Ether. Voilà. Je pense que c'est un scénario qui est probable parce qu'on a une grosse communauté quand même qui est derrière Ethereum. Mais voilà, je ne crois pas que les mineurs sont gagnants dans cette histoire-là. Et on peut considérer que demain, si des autres blockchains proposent des solutions qui sont quand même beaucoup plus intéressantes en termes de rentabilité, on peut voir des gens qui soudainement décident de partir d'Ethereum et d'aller finalement miner vers des blockchains qui sont quand même plus généreuses. On a un ratio, un taux de rendement qui est pas très élevé. À l'année, on n'est qu'à 5%. Bien sûr, c'est un Ether qui va prendre beaucoup de valeur, qui est très fiable sur le long terme, mais ça représente que 6 000 $ à l'année pour un investissement de 131 000 $ quand même. Donc il y a un risque en fait d'impermanent loss. On peut se poser la question que peut-être qu'il aurait fallu farmer ou stacker dans d'autres projets, dans d'autres protocoles pour gagner plus que ces 5% à l'année. Si on redescend même à la journée, ça devient ridicule. On est à peine à 18 $, à 0,01% de rentabilité. Au moins on a 0,42%. Bon, c'est pas fameux. Mais bon, voilà. S'il y a des avantages, des inconvénients, je pense que ça, c'est un inconvénient. Surtout que le proof of stake, on va quand même pas se cacher. Un Ether qui coûte et qui potentiellement coûterait beaucoup plus cher, ce sera surtout des whales et des institutionnels qui vont devenir finalement des nœuds validateurs. Et donc ça veut dire qu'on va rentrer dans un nouveau système où ça va être des grosses baleines qui vont décider ou pas si une transaction est valide. Concernant même du coup les mises à jour, etc. etc. Voilà, donc il faut avoir ça en tête quand même et ça peut à terme causer du tort vraiment à Ethereum. Ethereum, la dernière étape consiste à l'EWASM. En fait, on va remplacer la machine virtuelle d'Ethereum par une nouvelle qui est EWASM.
En fait, EWASM, ça veut dire Ethereum WebAssembly. En fait, on va changer le code. Avant, c'était sur le VM supportait le langage Solidity, qui était nativement et implémenté et créé par et pour Ethereum. Maintenant, on va utiliser un langage, ce qu'on appelle, en tout cas pour les gens qui sont professionnels dans l'informatique, c'est un code de bas niveau. Voilà, c'est un langage assembleur que n'importe quel professionnel, n'importe quel développeur est capable de comprendre, voire le connaît déjà. Du coup, on va ouvrir les portes à un maximum maintenant de professionnels du développement. On va du coup pouvoir développer beaucoup plus de projets, plus facilement, plus rapidement, et donc du coup avoir potentiellement plus d'utilisateurs. Donc voilà, Ethereum a de beaux jours devant lui, c'était vraiment l'objet de cette première partie de la vidéo, pour vous montrer que cette mise à jour-là est cruciale, elle est fondamentale, et que la roadmap a été décalée jusqu'à fin de l'année 2022. Donc gardez bien en tête que Ethereum, il se passe beaucoup de choses, et il faut rester à l'affût, parce que on n'est qu'au début d'un phénomène qui pourrait être énorme. Qui finalement a été un zoom sur Ethereum 2.0 pour vous faire comprendre à quel point il fallait garder un œil sur Ethereum parce qu'il se passe quelque chose de très très important sur le réseau. Malgré que nous sommes dans une tendance peut-être baissière actuellement, ne perdez pas de vue que Ethereum est en train de travailler et que le meilleur reste à venir. Donc voilà, je finirai cette image-là. On voit la roadmap qui a été décalée, comme je vous l'ai dit, en fin d'année 2022. Donc on voit que le Proof of Work va s'arrêter normalement en 2022 et on sera vraiment officiellement au deuxième trimestre 2022 en Proof of Stake. Voilà. Aux dernières nouvelles, ce qui avait été dit en fait sur l'organisation Ethereum, c'est qu'en fait on allait plutôt avoir un horizon sur 10 à 12 mois pour le protocole de la mise à jour de Shanghai. Donc on peut s'attendre en fait à vraiment une bonne année avant que Ethereum 2.0 soit complètement en place. Voilà. The Merge est attendu pour le mois d'août, mais la mise à jour complète de Shanghai sera pour environ un an. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vraiment compris quel est l'enjeu en fait de la mise à jour d'Ethereum, à quel point en fait il y a un potentiel pour l'ensemble même du marché des crypto-monnaies qui peut être propulsé par Ethereum, et également l'importance en fait des différents solutions de Layer 2 qui sont en train de dessiner la première page de CoinMarketCap et qui demain pourraient finalement accueillir des nouveaux challengers. Donc voilà, j'espère que ça va vous guider dans votre réflexion et vous garderez ça en tête quand vous regarderez par exemple des concurrents d'Ethereum pour voir est-ce qu'ils sont capables ou non d'être aussi scalables que Ethereum 2.0 sur tous les points. Voilà, je vous remercie et dans la prochaine vidéo nous verrons ces solutions de Layer 2. Ciao ciao.